La pluie tambourinait contre les baies vitrées du 23e étage, transformant Paris en un tableau impressionniste de lumière floue. Oriane Flavigny regardait les gouttes d'eau tracer leur chemin chaotique sur le verre, mordillant machinalement sa lèvre inférieure, un tic qui trahissait toujours son anxiété. À 24 ans, elle portait cette nervosité avec la grâce naturelle de quelqu'un qui avait appris à transformer ses vulnérabilités en force. Mademoiselle Flavigny. La voix grave d'Augustin Delaurier brisa le silence feutré du bureau directorial. Elle se retourna, ajustant instinctivement sa veste Cézanne au ton ocre qui épousait parfaitement sa silhouette élancée. Ses cheveux castagno avermellado captaient la lumière artificielle des néons, créant des reflets cuivrés qui dansaient sur ses épaules. « Monsieur le directeur ». Elle s'approcha de son bureau, ses yeux couleur miel croisant brièvement les siens, grisaciers impénétrables, qui semblaient toujours analyser, jauger, disséquer chaque mot avant qu'il ne soit prononcé. Augustin ajusta les manchettes de sa chemise, un geste compulsif qu'elle avait appris à reconnaître après 8 mois de collaboration. À 39 ans, il incarnait l'élégance masculine parisienne dans sa forme la plus pure, grand, mince, chaque pli de son costume sur mesure calculé au millimètre. L'effluence subtile de son parfum, Dior homme intense, flottait dans l'air, signature olfactive d'un homme qui contrôlait chaque détail de son existence. Le projet Expansion éducative nécessite une refonte complète de notre stratégie de communication interne. Il ouvrit un dossier épais, ses doigts longs et soignés tournant les pages avec une précision chirurgicale. Les équipes de Londres, Berlin et Madrid doivent être alignées avant le conseil d'administration de jeudi prochain. Oriane hocha la tête, sortant son carnet Moleskine, celui avec la couverture légèrement usée qu'elle traînait partout depuis ses études. Combien d'équipes impliquées? 43 départements, 11 fuseaux horaires, 3 langues principales. Il leva les yeux vers elle, et pendant une fraction de seconde, elle crut déceler une lueur de fatigue dans ce regard habituellement si maîtrisé. « J'espère que vous n'aviez pas prévu de rentrer tôt cette semaine. » Elle ne put réprimer un sourire. « Mes soirées avec Netflix peuvent attendre, monsieur. » Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, les lèvres d'Augustin s'esquissèrent en quelque chose qui ressemblait presque à un sourire. Presque. Les heures suivantes se fondirent dans un ballet professionnel qu'il maîtrisait parfaitement. Oriane, installée dans le bureau adjacent, coordonnait les appels, rédigeait les synthèses, orchestrait cette symphonie corporative avec la même passion qu'elle mettait à découvrir de nouveautés dans les salons parisiens. Entre 2 conférences téléphoniques, elle observait Augustin à travers la cloison de verre, concentré, imperturbable, ajustant ses manchettes à intervalles réguliers. Héloïse lui avait souvent dit qu'elle avait le don de voir la beauté là où les autres ne voyaient que du travail. Ce soir-là, regardant cet homme qu'elle ne connaissait que par ses silences professionnels, elle comprenait ce que son âme cancérienne percevait. Sous cette carapace de contrôle, quelque chose d'infiniment fragile palpitait. 22 heures sonnèrent à l'horloge murale. Les bureaux S étaient vidés depuis longtemps, ne laissant que leurs 2 silhouettes dans cet océan de verre et d'acier. Augustin émergea de son bureau, sa cravate légèrement desserrée, détail qui, chez lui, équivalait à un abandon total. « Café ?» proposa-t-il, désignant la machine italienne high-tech du coin cuisine. Volontiers. Elle le rejoignit, consciente soudain de l'intimité étrange de ce moment. Paris scintillait en contrebas, indifférent à leur présence suspendue entre ciel et terre. Il prépara 2 expressos avec la même précision méthodique qu'il apportait à tout. Leurs doigts se frôlèrent quand il lui tendit la tasse, et elle sentit une décharge électrique remonter le long de son bras. Il dut la ressentir aussi, car ses yeux s'attardèrent sur son visage plus longtemps que ne l'exigeait la politesse. « Vous savez, mademoiselle Flavigny, » commença-t-il, sa voix plus douce que d'habitude, « votre approche du projet m'impressionne. Cette capacité à transformer les contraintes en opportunités, c'est rare. » Oriane sentit ses joues échauffer. « Merci, monsieur. J'aime ce que je fais. »« Augustin, » dit-il soudain. « Appelez-moi Augustin. Nous sommes seuls. Le protocole peut attendre. » Son prénom dans sa bouche sonnait différemment, plus humain, plus vulnérable. « Augustin, » répéta-t-elle, goûtant chaque syllabe. Le silence qui suivit n'avait rien de professionnel. Il était chargé de électricité, de non-dit, de toutes ces tensions accumulées au fil des mois. Augustin posa sa tasse, s'approcha d'elle. Oriane ne bougea pas, hypnotisée par l'intensité de son regard. « Je ne devrais pas, » murmura-t-il. « Non, » souffla-t-elle, « vous ne devriez pas. » Mais ni l'un ni l'autre ne recula. Et quand ses lèvres touchèrent les siennes,
Oriane comprit que certains silences valent tous les maux du monde. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les stores vénitiens, projetant des barres de lumière dorée sur le parquet du bureau directorial. Oriane ouvrit les yeux lentement, désorientée par la réalité qui s'imposait. Elle était allongée sur le canapé en cuir italien d'Augustin, recouverte de sa veste de costume. Ses cheveux cascadaient en désordre sur ses épaules, et ses vêtements froissés témoignaient de la nuit qui venait de s'écouler. Augustin se tenait debout devant la fenêtre. De dos, sa silhouette parfaitement droite malgré les circonstances. Il avait enfilé sa chemise, mais celle-ci était boutonnée de travers. Détail qui, chez un homme aussi méticuleux, révélait l'ampleur de son trouble intérieur. « Bonjour » murmura Oriane, sa voix encore voilée par le sommeil. Il se retourna, et elle découvrit un visage qu'elle ne lui connaissait pas. Ses traits étaient tendus, ses yeux gris habituellement si contrôlés, trahissaient une tempête de émotions. Il ajusta compulsivement ses manchettes, encore et encore, comme s'il cherchait à retrouver son équilibre dans ce geste familier. Oriane. Sa voix était différente, plus froide, plus distante. « Nous devons parler. » Elle se redressa, rajustant sa blouse tout en tentant de déchiffrer l'expression de son visage. L'intimité de la nuit précédente semblait avoir disparu, remplacée par une tension palpable qui emplissait l'espace entre eux. Ce qui s'est passé hier soir, il se passa la main dans les cheveux, décoiffant légèrement sa coiffure habituellement impeccable. C'était une erreur. Les mots frappèrent Oriane comme une gifle. Elle sentit son cœur se serrer, cette douleur familière qui l'envahissait chaque fois qu'elle s'ouvrait à quelqu'un et se retrouvait rejetée. Sa main trembla légèrement quand elle attrapa son sac, cherchant à retrouver sa dignité. « Une erreur !» répéta-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait espéré. « Je vois. Vous ne comprenez pas. » Augustin s'approcha, puis s'arrêta net, comme s'il se battait contre lui-même. « Je suis votre supérieur hiérarchique. Vous travaillez sous mes ordres. Ce qui s'est passé ne peut pas, ne doit pas se reproduire. » Oriane se leva, lissant sa jupe avec des gestes précis. Ses yeux couleur miel, habituellement si chaleureux, avaient pris une teinte plus sombre. Bien sûr. Comment ai-je pu être aussi naïve? Ce n'est pas une question de naïveté, protesta-t-il, mais sa voix manquait de conviction. C'est une question de professionnalisme, de limite, de regret. Elle ramassa ses affaires, évitant soigneusement son regard. Parfait. Considérez cette conversation comme close, monsieur Deslauriers. Et le retour au vouvoiement fut comme une lame entre eux. Augustin tressaillit, ajustant une fois de plus ses manchettes dans un geste désormais frénétique. Oriane attendait, mais elle était déjà sortie, laissant derrière elle un parfum de verbena et de dignité blessée. Dans l'ascenseur, elle ferma les yeux, respirant profondément pour contenir les larmes qui menacèrent de déborder. Combien de fois avait-elle vécu cette scène? Combien de fois s'était-elle ouverte pour se retrouver rejetée, diminuée, regrettée? Les semaines qui suivirent furent un calvaire silencieux. Au bureau, Augustin redevint le directeur impassible qu'il avait toujours été, peut-être même plus froid qu'avant. Leurs interactions se limitaient aux nécessités professionnelles, chaque échange teinté d'une politesse glaciale qui faisait mal à Oriane. Elle se jetait dans le travail avec une énergie désespérée, coordonnant les équipes internationales, rédigeant des rapports parfaits, s'efforçant de prouver que cette nuit n'avait pas altéré ses compétences. Mais chaque jour était une lutte, chaque croisement dans les couloirs une blessure qui se rouvrait. Héloïse, lors de leurs déjeuners hebdomadaires dans leur bistrot habituel près de la Seine, observait son amie avec inquiétude. « Tu as une mine affreuse, Amabelle », déclara-t-elle un jeudi, picorant sa salade tout en scrutant le visage fatigué d'Oriane. « Et ne me dis pas que c'est le boulot. Je te connais depuis trop longtemps. » Oriane poussa un soupir, tournant machinalement sa cuillère dans sa soupe. « C'est compliqué, Héloïse. » « Compliqué comment? Genre mathématiques avancées ou genre cœur brisé? Genre je suis une idiote qui a cru qu'un homme comme lui pourrait s'intéresser à moi. » Héloïse posa sa fourchette, ses yeux noirs étincelants de colère. « Pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Oriane lui raconta tout, la nuit au bureau, le réveil, les mots d'Augustin, cette sensation de être redevenu invisible après avoir été vu, vraiment vu, pendant quelques heures. « Attends une minute. » l'interrompit Héloïse, ses boucles noires dansant autour de son visage animé. « Tu parles du grand patron glacial, celui qui ressemble à un aristocrate sorti d'un film de Chabrol, lui-même. Et il t'a dit que était une erreur. » Héloïse secoua la tête, incrédule. « Ma chérie, les hommes comme lui ne font pas d'erreur. Ils font des choix, même inconscients.
S'il a craqué, c'est qu'il y avait quelque chose de plus profond. Alors pourquoi ce rejet? Parce qu'il a peur, répondit Héloïse simplement. Les hommes de pouvoir détestent perdre le contrôle. Et toi, visiblement, tu lui fais perdre le contrôle. Oriane mordilla sa lèvre, ce tic familier qui revenait dans les moments de grande réflexion. Peut-être Héloïse avait-elle raison. Peut-être Augustin luttait-il contre quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même. Mais cela changeait-il quelque chose? Dans quelques jours, elle aurait terminé le projet. Dans quelques semaines, elle pourrait demander sa mutation. Dans quelques mois, elle pourrait oublier ses yeux gris et ce parfum qui hantait ses nuits. Du moins, c'est ce qu'elle espérait. 3 semaines étaient écoulées depuis cette conversation avec Héloïse, et Oriane commençait à ressentir une fatigue inhabituelle qui s'insinuait dans chacun de ses gestes. Ce matin-là, devant le miroir de sa salle de bain parisienne, elle observait son reflet avec perplexité. Ses yeux couleur miel paraissaient plus grands dans son visage légèrement amaigri, et ses pommettes semblèrent plus saillantes qu'à l'ordinaire. « Trop de stress », murmura-t-elle, en appliquant un peu de correcteur sous ses yeux cernés. Au bureau, la situation avec Augustin n'avait pas évolué. Il demeurait ce patron irréprochable et distant, traitant leurs interactions avec une politesse si parfaite qu'elle en devenait blessante. Chaque mademoiselle Flavigny, prononcée de sa voix grave, résonnait comme un rappel constant de la barrière qu'il avait réérigée entre eux. Ce jeudi matin, lors de la réunion hebdomadaire de l'équipe communication, Oriane sentit une vague de nausée l'envahir soudainement. La salle de conférence, avec ses murs blancs immaculés et son éclairage au néon, sembla tourner autour d'elle. Elle porta discrètement la main à son front, tentant de maîtriser cette sensation vertigineuse. « Mademoiselle Flavigny ?» La voix d'Augustin la ramena brutalement à la réalité. Tous les regards étaient tournés vers elle, attendant sa réponse à une question qu'elle n'avait pas entendue. « Excusez-moi, pourriez-vous répéter ?» balbutia-t-elle, sentant ses joues s'empourprer. Les sourcils d'Augustin se froncèrent imperceptiblement, ce micro-mouvement qu'elle avait appris à décoder et qui trahissait toujours son mécontentement. « Je demandais votre avis sur la stratégie de déploiement pour l'Allemagne. » Elle rassembla ses esprits, puisant dans sa mémoire professionnelle pour formuler une réponse cohérente. Mais tout au long de la réunion, elle ne put ignorer le regard perçant d'Augustin, qui semblait l'analyser avec plus d'attention qu'à l'ordinaire. À la pause déjeuner, elle retrouva Héloïse dans leur café habituel, un petit bistrot discret près du Marais, où les propriétaires connaissaient leurs prénoms et leurs commandes par cœur. « Tu as encore cette tête de déterré », observa Héloïse, en s'installant face à elle, ses boucles noires encadrant son visage inquiet. « Ça fait combien de temps que tu dors mal ?»« Je ne dors pas mal », protesta faiblement Oriane, repoussant son assiette à peine entamée. « C'est juste que l'odeur de la cuisine me dérange aujourd'hui. » Héloïse s'arrêta net, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. Ses yeux écarquillèrent soudain, comme si une révélation venait de la frapper de plein fouet. « Oriane », sa voix était devenue très sérieuse. « Dis-moi que tu as pensé à... Enfin, que tu as vérifié. »« Vérifié quoi ?»« Ma belle, réfléchis 2 secondes. Fatigue, nausée, dégoût pour la nourriture. Ça ne te dit rien ?» Le sang d'Oriane se glaça dans ses veines. Elle compta mentalement, tentant de se rappeler la date de ces dernières. La réalisation la frappa comme un coup de poing à l'estomac. « Non, » chuchota-t-elle, « ce n'est pas possible. Combien de temps ?» insista Héloïse, sa main se posant fermement sur celle de son amie. « 6 semaines, » avoua Oriane, sa voix à peine audible. « Peut-être 7. J'ai été tellement préoccupée par le travail que je n'ai pas fait attention. » Le silence qui suivit fut assourdissant, chargé de toutes les implications de cette révélation. Héloïse serra la main d'Oriane, ses yeux brillants d'une émotion mélangée d'inquiétude et de tendresse. « Il faut que tu en aies le cœur net, » dit-elle doucement. « Maintenant. » 1 heure plus tard, elle se trouvait dans la pharmacie la plus proche, Oriane tenant d'une main tremblante un test de grossesse. Les minutes d'attente dans les toilettes du café lui parurent des heures entières, chaque seconde étirant son angoisse jusqu'à la rupture, 2 traits roses, nets, indéniables. Quand elle sortit des toilettes, Héloïse lut immédiatement la réponse sur son visage livide. « Oh, ma chérie !» murmura-t-elle en la prenant dans ses bras. Oriane se laissa aller contre l'épaule de son amie, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Toute sa vie venait de basculer en l'espace de quelques minutes. Elle portait l'enfant d'un homme qui considérait leur nuit ensemble comme une erreur, un homme qui avait clairement établi qu'il ne voulait aucune forme d'intimité avec elle. « Qu'est-ce que je vais faire ?» sanglota-t-elle. « Comment vais-je lui annoncer ça ? Il va penser que... » « Il va penser quoi ?» l'interrompit Héloïse,
écartant délicatement Oriane pour plonger son regard dans le sien. « Que tu l'as piégé, ma belle, vous étiez deux cette nuit-là. Deux adultes consentants. Il assume ses responsabilités. Point final. » Mais Oriane connaissait Augustin mieux qu'Héloïse. Elle connaissait sa froideur, son besoin de contrôle, sa façon de se réfugier derrière les convenances quand la réalité devenait trop complexe. Comment un homme aussi maître de lui-même réagirait-il face à une nouvelle qui échappait totalement à son contrôle? Le retour au bureau fut un supplice. Chaque pas dans les couloirs feutrés de la multinationale résonnait comme un compte à rebours. Elle croisa Augustin près des ascenseurs, et pour la première fois depuis des semaines, leurs regards se rencontrèrent vraiment. Il dut percevoir quelque chose dans ses yeux, car son expression habituelle de politesse distante se teinta d'une nuance d'inquiétude. « Mademoiselle Flavigny, tout va bien. » La sollicitude inattendue dans sa voix faillit faire craquer la fragile maîtrise d'Oriane. Elle hocha la tête rapidement, n'osant pas parler de peur que sa voix ne la trahisse. Ce soir-là, allongée dans son lit, elle posa instinctivement la main sur son ventre encore plat. Quelque part là, grandissait une nouvelle vie qui portait les gènes de cet homme impossible qu'elle aimait en secret. Une vie qui allait changer à jamais les équilibres précaires qu'ils avaient établis. Demain, il faudrait parler. Demain, il faudrait affronter la tempête. Oriane n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Assise dans son lit, elle regardait l'aube pointer derrière les toits parisiens, ses mains crispées sur une tasse de verveine refroidie. Aujourd'hui, elle devait parler à Augustin. Aujourd'hui, elle devait briser cette bulle de politesse glaciale dans laquelle ils évoluaient depuis des semaines pour lui annoncer une nouvelle qui bouleverserait tout. Elle arriva au bureau avec 1 heure d'avance, espérant trouver le courage dans la solitude de son espace de travail. Mais Augustin était déjà là, comme toujours, sa silhouette parfaitement droite visible à travers les cloisons de verre de son bureau directorial. Il portait son costume anthracite, celui qui lui donnait l'air d'un aristocrate sorti d'un roman de Balzac. À 9 heures précises, elle frappa à sa porte. « Entrez !» Il leva les yeux de ses dossiers et elle fut frappée par la fatigue qu'elle lut dans son regard gris. Lui non plus ne devait pas bien dormir ces derniers temps. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, mais elle remarqua de fines ridules au coin de ses yeux qui n'étaient pas là avant. « Monsieur Deslauriers, j'aurais besoin de vous parler. En privé. » Il consulta sa montre, une pièce vintage qu'elle lui avait vue remonter machinalement lors de leur longue soirée de travail. « J'ai un rendez-vous dans 20 minutes. C'est important. » Quelque chose dans sa voix dut l'alerter, car il posa son stylo et se redressa dans son fauteuil de cuir noir. « Très bien. Asseyez-vous. » Oriane s'installa face à lui, ses mains tremblantes posées sur ses genoux. Comment commencer? Comment annoncer l'inimaginable à un homme qui avait fait du contrôle sa religion? « Augustin, » commença-t-elle, revenant instinctivement au prénom malgré le protocole qu'il avait rétabli. « Ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer. » Il se raidit imperceptiblement, ses doigts se dirigeant automatiquement vers ses manchettes. « Je vous écoute. Je suis enceinte. » Le silence qui suivit fut si dense qu'Oriane entendit le tic-tac de l'horloge murale, le ronronnement discret de la climatisation, les battements affolés de son propre cœur. Augustin la regardait fixement, comme s'il avait mal entendu, comme si les mots qu'elle venait de prononcer appartenaient à une langue étrangère. « Pardon ?» Sa voix était à peine audible. « Je suis enceinte !» répéta-t-elle plus fermement. « De 7 semaines. » Il se leva brusquement, sa chaise roulant en arrière sous la force de son mouvement. Ses mains se crispèrent sur le bord de son bureau, ses jointures blanchissant sous la pression. « C'est impossible. » Augustin. « Non. » Il se retourna vers elle, et elle découvrit un visage qu'elle ne lui connaissait pas, décomposé, presque sauvage. « C'est impossible, Oriane. Vous comprenez? Impossible. » Elle se leva à son tour, tentant de s'approcher, mais il recula comme si elle portait une maladie contagieuse. « Écoutez-moi, » supplia-t-elle. « Je sais que c'est un choc, je sais que ce N n'était pas prévu, mais vous ne comprenez pas. » Il passa ses mains dans ses cheveux, détruisant sa coiffure parfaite. « Je ne peux pas avoir d'enfant. Les médecins ont été formels. Infertilité totale, irréversible. » Les mots claquèrent dans l'air comme des coups de fouet. Oriane sentit son sang se glacer dans ses veines. « Qu'est-ce que vous insinuez ?» murmura-t-elle. Augustin se retourna vers elle, et dans ses yeux gris, elle lut une accusation si cruelle qu'elle eut l'impression de recevoir une gifle. « Je n'insinue rien, Oriane. Je constate. » Sa voix était redevenue froide, tranchante, celle du directeur impitoyable qu'il savait être quand les circonstances l'exigeaient. « Vous m'annoncez une grossesse qui ne peut pas être de moi. Tirez-en les conclusions que vous voulez. » Le monde d'Oriane s'effondra. Elle se raccrocha au dossier de la chaise, ses jambes menaçant de se dérober sous elle.
Vous pensez que je vous mens. Sa voix n'était plus qu'un souffle brisé. Vous pensez que avec quelqu'un d'autre. Je pense que vous essayez de me faire porter la responsabilité d'une situation qui ne me concerne pas. Chaque mot était calculé pour blesser, pour établir une distance infranchissable entre eux. C'était peut-être votre plan depuis le début. Cette dernière phrase acheva de la détruire. Oriane sentit les larmes brûler ses paupières, mais elle refusa de pleurer devant lui. Pas maintenant, pas après cette humiliation. Très bien, articula-t-elle avec une dignité qu'elle ne se connaissait pas. Message reçu, Monsieur Deslauriers. Elle se dirigea vers la porte, chaque pas lui coûtant un effort surhumain. Sur le seuil, elle se retourna une dernière fois. Pour votre information, il n'y a eu que vous, jamais eu que vous. Mais visiblement, votre opinion de moi est déjà faite. Oriane, attendez. Mais elle était déjà partie, laissant derrière elle un homme qui venait de détruire la seule femme qui avait réussi à faire trembler les fondations de son monde parfaitement ordonné. Dans l'ascenseur qui la ramenait à son étage, Oriane ferma les yeux et posa instinctivement la main sur son ventre. Cet enfant qu'elle portait grandirait sans père, mais il grandirait aimé. Elle ne le supplierait pas, ne se justifierait pas. Si Augustin préférait ses certitudes médicales à la réalité qui se tenait devant lui, était son choix. Elle avait autre chose à faire désormais, protéger cet enfant et se protéger elle-même. Le temps des illusions était révolu. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Oriane Flavigny n'était plus la même femme. Elle était devenue une mère. 2 jours étaient écoulés depuis la confrontation. 2 jours pendant lesquels Oriane n'avait pas remis les pieds au bureau, prétextant un malaise auprès des ressources humaines. Elle passait ses journées dans son petit appartement du 11e arrondissement, oscillant entre colère et désespoir, regardant la pluie marteler ses fenêtres comme si le ciel parisien reflétait son état des âmes. Héloïse débarqua le samedi matin avec des croissants chauds et cette détermination qui la caractérisait quand elle sentait qu'une injustice avait été commise. « Bon, ça suffit », déclara-t-elle en posant le sac de viennoiserie sur la table basse encombrée de mouchoirs usagés. « Tu vas me raconter exactement ce qui s'est passé avec ce connard en costume. » Oriane était recroquevillée dans son canapé, enveloppée dans une couverture polaire, ses cheveux détachés cascadant en désordre sur ses épaules. Elle avait les yeux rouges et gonflés, mais une résolution nouvelle brillait dans son regard. Il pense que je lui mens. Sa voix était rauque mais ferme. Il m'a accusé d'essayer de lui faire porter la responsabilité d'un enfant qui ne serait pas de lui. Héloïse s'immobilisa, un croissant à mi-chemin de sa bouche. Il a dit ça? Exactement ça? En substance, oui. Oriane resserra la couverture autour d'elle. Il est infertile, Héloïse. Diagnostic médical. Alors pour lui, ma grossesse est forcément une arnaque. Mais enfin, explosa Héloïse, bondissant du fauteuil. Les diagnostics d'infertilité ne sont pas des verdicts divins. Les médecins se trompent. La nature fait des miracles, les corps changent. Essaie de le convaincre de ça. Oriane eut un rire amer. Augustin Deslauriers ne croit qu'aux certitudes absolues. Pour lui, si c'est écrit dans un dossier médical, c'est parole de évangile. Héloïse s'assit sur la coudoir du canapé, passant ses bras autour des épaules de son amie. « Ma belle, qu'est-ce que tu vas faire ?»« J'ai pris ma décision. » Oriane leva vers elle des yeux déterminés. « Je vais démissionner, quitter Paris, recommencer ailleurs. »« Quoi ?» Héloïse la secoua doucement. « Tu ne vas pas fuir à cause de ce crétin. »« Je ne fuis pas. » Oriane se dégagea, se levant pour arpenter son petit salon. « Je me protège. Je protège mon enfant. Tu crois que je vais rester ici, à croiser Augustin tous les jours, à supporter ses regards accusateurs, à me justifier constamment? Jamais ton travail, ta vie, tes amis. Mon travail, je le retrouverai ailleurs. Ma vie, je la reconstruirai. Et mes amis, elle sourit tendrement à Héloïse. Les vrais me suivront, d'une façon ou d'une autre. Héloïse la contempla longuement, reconnaissant cette expression qu'elle n'avait vue qu'une fois auparavant, quand Oriane avait quitté sa famille toxique pour venir étudier à Paris. Cette détermination tranquille des grandes décisions. « Où ?» demanda-t-elle simplement. « Tours. » Oriane était approchée de la fenêtre, regardant la vie continuer dans la rue en contrebas. « J'ai une cousine là-bas qui pourra m'héberger le temps que je trouve un appartement. Et il y a des opportunités professionnelles intéressantes dans la région. »« Tours » répéta Héloïse, comme si elle testait la sonorité du mot. « C'est loin. Assez loin pour recommencer. Assez près pour que tu puisses venir me voir. » Le lundi matin, Oriane se présenta dans le bureau de Madame Rousseau, directrice des ressources humaines, avec sa lettre de démission soigneusement rédigée. Une femme élégante dans la cinquantaine,
aux cheveux gris impeccablement coiffés, qui avait toujours montré de la bienveillance envers les jeunes employés. « Mademoiselle Flavigny, j'avoue que votre demande me surprend. » Madame Rousseau relisait la lettre, fronçant légèrement les sourcils. « Vos évaluations sont excellentes, votre intégration parfaite. Puis-je vous demander les raisons de cette décision ?» Oriane avait préparé sa réponse. « Raison personnelle, madame. Une opportunité s'est présentée en province, et je souhaite me rapprocher de ma famille. Je vois. » Le regard perçant de madame Rousseau sembla sonder au-delà des mots diplomatiques. Cela n'aurait-il pas un rapport avec monsieur Deslauriers? Le sang d'Oriane se figea. « Pardon, ma chère enfant, cela fait 30 ans que je travaille dans cette entreprise. J'ai appris à déchiffrer les non-dits, les tensions, les atmosphères. Depuis quelques semaines, l'ambiance entre votre service et la direction stratégique s'est refroidie. » Oriane garda le silence, refusant de donner prise aux soupçons. « Très bien. Madame Rousseau signa les documents. Votre préavis court à partir d'aujourd'hui. 1 mois, comme stipulé dans votre contrat. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez en Touraine. » Le déménagement s'organisa rapidement. Héloïse, malgré sa tristesse, l'aida à emballer ses affaires, transformant cette épreuve en moment de complicité teinté de mélancolie. Elles passèrent leur dernière soirée ensemble dans leur bistrot habituel, évoquant leurs souvenirs parisiens avec cette nostalgie particulière des amitiés qui résistent à la distance. « Tu me promets de m'appeler dès que tu es installée ?» supplia Héloïse, les larmes aux yeux. « Promis. Et toi, tu me promets de venir me voir dès que le bébé sera né ?» Sauvage, j'ai déjà réservé mes congés. Le dernier jour d'Oriane dans l'entreprise arriva plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Elle vida son bureau méthodiquement, rangeant ses affaires personnelles dans un carton, sa plante verte, ses stylos favoris, le petit miroir qu'elle gardait dans son tiroir. Ses collègues défilèrent pour lui dire au revoir, surpris par ce départ si soudain. Augustin ne vint pas. Elle avait espéré, malgré tout, un geste de sa part, un mot d'explication, d'excuse, de regret, quelque chose qui aurait donné un sens à ce qu'ils avaient vécu. Mais quand elle quitta l'immeuble pour la dernière fois, portant son carton et ses rêves brisés, il n'y eut que le silence de son absence. Dans le TER qui l'emmenait vers Tours, Oriane posa la main sur son ventre qui commençait à s'arrondir discrètement. Ce petit être qui grandissait en elle ne connaîtrait jamais son père, mais il connaîtrait l'amour inconditionnel d'une mère prête à tout pour le protéger. « Nous allons nous en sortir », murmura-t-elle, en regardant défiler la campagne française. « Nous allons être heureux. » Et pour la première fois depuis des semaines, elle y croyait vraiment. 8 mois plus tard, dans la douceur d'un printemps tourangeau, Oriane tenait dans ses bras le plus beau cadeau que la vie lui ait jamais offert. Julien Flavigny était né un matin d'avril, sous les cerisiers en fleurs de la clinique Sainte-Marie, avec des yeux d'un gris profond qui lui rappelaient douloureusement quelqu'un qu'elle s'efforçait d'oublier. « Il est magnifique », murmura Héloïse, penchée au-dessus du berceau de l'hôpital. Elle avait tenu parole et était arrivée de Paris dès l'annonce de la naissance, les bras chargés de cadeaux et le cœur gonflé d'émotion. Oriane sourit, caressant doucement la joue satinée de son fils. « Il a ton caractère paisible, mon petit prince. Heureusement, parce que ta maman a besoin de tranquillité. » Sa nouvelle vie à Tours-S était construite lentement, mais sûrement. Elle avait trouvé un poste de coordinatrice de culture organisationnelle dans une PME locale, spécialisée dans les solutions éducatives digitales. L'entreprise, dirigée par un couple de trentenaires bienveillants, lui avait offert la flexibilité nécessaire pour concilier grossesse et travail. Son petit appartement dans le centre historique, avec ses poutres apparentes et sa vue sur la Loire, était devenu son cocon. « Et côté boulot, ça se passe comment ?» Anne demanda Héloïse en berçant délicatement Julien qui était endormi dans ses bras. « Mieux que je n'osais l'espérer. » Oriane rajusta son peignoir, encore fatigué par l'accouchement. « Elle, équipe est formidable et mes patrons comprennent parfaitement ma situation. Ils m'ont même proposé du télétravail partiel quand je reprendrai. » Et Héloïse hésita, cherchant ses mots. « Tu as des nouvelles de... lui ?» Le visage d'Oriane se ferma légèrement. « Non, et je n'en veux pas. Cette page est tournée, Héloïse. Julien et moi, nous nous suffisons. » Mais au fond d'elle-même, Oriane mentait. Pas un jour ne passait sans qu'elle pense à Augustin. Parfois, quand Julien la regardait avec ses yeux gris si semblables aux siens, elle se demandait ce qu'il aurait ressenti en tenant son fils dans ses bras. Aurait-il reconnu cette ressemblance troublante? Aurait-il enfin compris qu'elle n'avait jamais menti? 2 semaines après sa sortie de maternité, Oriane reçut un appel qui allait bouleverser sa tranquillité retrouvée. « Mademoiselle Flavigny ?» La voix au téléphone était celle de Madame Rousseau.
des ressources humaines de son ancienne entreprise. J'espère que je ne vous dérange pas. Madame Rousseau? Oriane fronça les sourcils, Julien endormi contre son épaule. Que puis-je faire pour vous? Il s'agit d'une proposition professionnelle. Notre groupe vient d'ouvrir une nouvelle filiale à Tours, et nous cherchons un responsable de communication interne. Votre profil correspond parfaitement à ce que nous recherchons. Le cœur d'Oriane s'emballa. Retourner travailler pour cette entreprise? Risquer de recroiser Augustin? C'est très flatteur, mais écoutez, je sais que les circonstances de votre départ étaient particulières. La voix de Madame Rousseau se fit plus douce. Mais cette filiale est totalement indépendante de la maison mère parisienne. Vous n'auriez aucun contact avec l'équipe dirigeante de Paris. Oriane hésita. Le poste devait être mieux rémunéré que son emploi actuel, et Julien grandissant, chaque euro comptait. Qui dirigerait cette filiale? Monsieur Deslauriers a été nommé directeur des opérations pour superviser le lancement. Le sang d'Oriane se glaça. Augustin, à Tours, dans quelques semaines. J'ai besoin de réfléchir, balbutia-t-elle. Bien sûr, prenez le temps qu'il vous faut, mais sachez que le poste vous est acquis si vous l'acceptez. Après avoir raccroché, Oriane resta longtemps immobile, Julien dans ses bras. Le destin avait décidément un sens de l'ironie particulièrement développé, juste quand elle commençait à retrouver l'équilibre, juste quand elle parvenait à oublier, la vie remettait Augustin sur son chemin. Elle observa le visage paisible de son fils, ses traits délicats qui ressemblaient tant à ceux de son père. Peut-être était-ce le moment, peut-être était-ce l'occasion pour Augustin de voir enfin la vérité en face, de comprendre qu'il avait rejeté la plus belle chose qui lui soit jamais arrivée, ou peut-être était-ce une erreur qui risquait de détruire la paix qu'elle avait si difficilement construite. Cette nuit-là, Oriane ne dormit pas. Elle resta à la fenêtre de sa chambre, regardant la Loire couler tranquillement sous les lumières de la ville. Julien endormi dans son berceau. Demain, elle devrait prendre une décision qui pourrait changer le cours de leur vie. Accepter ce poste signifiait affronter Augustin, lui prouver qu'elle n'avait jamais menti, lui montrer ce fils qu'il refusait de reconnaître. Mais cela signifiait aussi risquer une nouvelle blessure, pour elle comme pour Julien. Dans le silence de la nuit tourangelle, elle n'avait qu'une certitude. Quoi qu'elle décide, ce serait pour protéger son fils et préserver l'amour qu'elle lui portait. Oriane avait finalement accepté le poste. 3 semaines plus tard, elle se tenait devant le miroir de sa salle de bain, ajustant sa veste tailleur bleu marine, celle qu'elle avait achetée spécialement pour cette nouvelle étape. Julien gazouillait dans son transat, ses petites mains attrapant les rayons de soleil qui filtraient par la fenêtre. « Maman va au travail. Mon cœur », murmura-t-elle en se penchant pour l'embrasser. « Madame Bertrand va bien s'occuper de toi. » La nounou, une femme chaleureuse dans la soixantaine recommandée par les voisins, arriva avec sa ponctualité habituelle. Oriane lui confia Julien avec cette pointe d'angoisse que ressentent toutes les jeunes mères lors de leur première séparation. Le nouveau bureau de la filiale se trouvait dans un bâtiment moderne près de la gare, tout de verre et d'acier comme à Paris, mais avec cette douceur de vivre qui caractérisait la Touraine. Oriane arriva en avance, espérant s'installer tranquillement avant l'arrivée des autres employés. Elle n'eut pas cette chance. En poussant les portes d'entrée, elle le vit immédiatement. Augustin se tenait près de l'accueil, consultant son téléphone, impeccable dans son costume gris anthracite. Il n'avait pas changé, même port de tête aristocratique, même précision dans chaque geste, même façon d'ajuster ses manchettes quand il réfléchissait. Leurs regards se croisèrent. Le temps sembla suspendu. Augustin figea, son téléphone à mi-chemin de sa poche, ses yeux gris écarquillant légèrement, la seule trace de émotion qu'il s'autorisa. Oriane sentit son cœur s'emballer, mais elle se força à avancer avec cette dignité qu'elle avait apprise à maîtriser. Monsieur Deslauriers, sa voix était calme, professionnelle. Oriane, il rangea son téléphone, se redressant encore davantage. Madame Rousseau ne m'avait pas précisé que vous aviez accepté le poste. Visiblement, elle a jugé que ce détail n'était pas important. Elle inclina poliment la tête. J'espère que ma présence ne vous pose pas de problème. Bien sûr que non, mais sa voix manquait de conviction. Nous sommes des professionnels. Le mot résonna entre eux comme un écho douloureux de leur passé. Ils restèrent là, debout dans ce hall moderne, séparés par quelques mètres et une année de silence, chacun jaugeant l'autre. Oriane avait changé. Augustin le remarqua immédiatement. Elle portait ses cheveux plus courts, dans un carré sophistiqué qui encadrait son visage. Ses traits étaient affinés, lui donnant une maturité nouvelle. Mais surtout, il y avait dans son regard une assurance,
une force tranquille qu'elle n'avait pas avant. « Vous allez bien ?» demanda-t-il maladroitement. « Très bien, merci. » Elle ajusta la bandoulière de son sac. « Excusez-moi, j'aimerais m'installer avant la réunion de présentation. » Elle s'éloigna vers les ascenseurs, laissant derrière elle un parfum différent, plus mature, moins floral que celui qu'il se rappelait. Augustin resta immobile, troublé par cette rencontre qu'il avait pourtant su inévitable depuis sa nomination à Tours. La réunion de présentation de l'équipe fut un exercice de haute voltige émotionnelle. Oriane s'installa au fond de la salle de conférence, prenant des notes avec un professionnalisme exemplaire, tandis qu'Augustin présentait les objectifs de la filiale. Leurs regards ne se croisèrent qu'une seule fois, pendant qu'il expliquait l'organigramme, et elle détourna immédiatement les yeux. « Madame Flavigny dirigera notre service de communication interne », annonça-t-il, en la désignant d'un geste. « Son expertise en culture organisationnelle sera un atout majeur pour notre développement. » Applaudissements polis, Oriane se leva pour saluer l'assemblée, et Augustin fut frappé par son aisance naturelle, cette capacité qu'elle avait toujours eue à mettre les gens à l'aise. Après la réunion, il la rattrapa dans le couloir. « Oriane, pourriez-vous passer dans mon bureau ?» Elle se retourna, et il lut dans ses yeux qu'elle avait anticipé cette demande. Bien sûr, son bureau directorial ressemblait trait pour trait à celui de Paris, fonctionnel, épuré, intimidant. Augustin ferma la porte derrière eux, créant une bulle d'intimité qu'aucun d'eux ne souhaitait vraiment. « Je voulais vous dire, » il s'interrompit, passant la main dans ses cheveux. « Les circonstances de votre départ de Paris, j'ai peut-être été trop... »« Trop quoi ?» l'interrompit-elle, sa voix plus ferme. « Trop cruelle, trop prompte à porter des accusations. Trop convaincu de votre propre infaillibilité ?» Il tressaillit comme si elle l'avait giflé. « Je méritais cela. » En effet, elle croisa les bras, le défiant du regard. « Mais tout cela appartient au passé, monsieur Deslauriers. Je suis ici pour travailler, rien d'autre. »« Le bébé, » commença-t-il, puis il s'arrêta, incapable de formuler sa question. « Mon fils va très bien. Merci de vous en inquiéter. » Chaque mot était choisi pour blesser. Il grandit sans père, mais il ne manque de rien. Surtout pas d'amour. Augustin encaissa le coup en silence. Quand elle quitta son bureau, il s'effondra dans son fauteuil, la tête entre les mains. Un an plus tard, les blessures étaient toujours à vif, et la femme qu'il avait rejetée était devenue une étrangère forte et indépendante qui n'avait plus besoin de lui. Mais alors, pourquoi ne parvenait-il pas à oublier la couleur de ses yeux? 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée d'Augustin à Tours. 3 mois de collaboration professionnelle tendue, de politesse glaciale et de non-dits qui pesaient sur l'atmosphère du bureau. Oriane avait trouvé son rythme, mère le matin et le soir, professionnelle accomplie dans la journée. Julien grandissait et commençait à sourire, ces sourires rayonnants qui illuminaient les journées de sa mère. Ce vendredi d'octobre, elle quittait le bureau plus tôt pour emmener Julien chez le pédiatre pour ses vaccins. En sortant de l'ascenseur, elle croisa Augustin dans le hall, qui semblait l'attendre. « Oriane !» Il s'approcha, l'air inhabituellement nerveux. « Je peux vous accompagner à votre voiture ?» Elle fronça les sourcils mais acquiesça. Dehors, les feuilles dorées de l'automne tourangeau virevoltaient dans la brise fraîche. « J'ai quelque chose à vous dire », commença-t-il en rajustant ses manchettes. « Ce matin, j'ai reçu un appel de mon médecin. » Oriane s'arrêta net, se tournant vers lui. Son visage était pâle, ses traits tirés par une émotion qu'elle ne parvenait pas à identifier. Des examens complémentaires que j'avais demandés après notre conversation à Paris. Il évita son regard. Il semblerait que mon diagnostic d'infertilité ait évolué. Le monde d'Oriane vacilla légèrement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, il inspira profondément, que vous disiez peut-être la vérité, que j'ai pu être le père de votre enfant. Silence. Un silence lourd de toutes les accusations passées, de tous les mots blessants, de toute cette année de solitude qu'elle avait endurée. Peut-être, répéta-t-elle, sa voix tremblant de colère contenue. Vous me dites que vous avez peut-être, éventuellement, possiblement ruiné ma vie pour rien, Oriane? Non. Elle leva la main pour l'arrêter. Vous m'avez traité de menteuse. Vous m'avez accusé de manipulation. Vous m'avez fait sentir comme la dernière des créatures. Et maintenant, vous venez me dire que vous vous êtes peut-être trompée. Des larmes de rage perlaient au coin de ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler devant lui. Je sais que j'ai eu tort. Je sais que mes mots ont été terribles. Augustin fit un pas vers elle. Mais maintenant que je sais, j'aimerais connaître mon fils. Votre fils? Oriane eut un rire amer. Depuis quand Julien est-il votre fils? Quand vous m'avez rejeté? Quand vous avez nié son existence?
Ou maintenant, simplement parce qu'un médecin vous a donné une nouvelle information? Ce n'est pas si simple. Si, Augustin, c'est exactement si simple. Elle ouvrit sa voiture, jetant son sac sur le siège passager. Julien a une mère qui l'aime inconditionnellement. Il n'a pas besoin d'un père qui a fallu un diagnostic médical pour accepter son existence. Elle démarra, laissant Augustin seul sur le parking, les mains vides et le cœur plus lourd qu'il ne l'avait jamais été. Ce soir-là, chez elle, Oriane berçait Julien en regardant la Loire scintiller sous les lumières de la ville. Son fils S était endormi après son biberon, apaisé malgré les piqûres de l'après-midi. Elle contemplait ce petit visage innocent, ses traits qui ressemblaient tant à ceux d'Augustin. Son téléphone vibra. Un message. « Je sais que je n'ai aucun droit de vous demander quoi que ce soit, mais si vous acceptiez, j'aimerais simplement le voir. Une fois. Je ne demande rien d'autre. » Ah, Oriane fixa l'écran longtemps. Une partie d'elle, celle qui avait aimé cet homme en secret, était émue par cette requête humble, mais l'autre partie, celle qui avait souffert de son rejet, bouillonnait de colère. Elle tapa sa réponse. « Pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce temps ?» La réponse arriva rapidement. « Parce que j'ai été un lâche, parce que j'ai eu peur, parce que j'ai préféré mes certitudes à la réalité. Et parce que je ne peux plus vivre en sachant qu'il existe sans l'avoir rencontré. » Oriane éteignit son téléphone sans répondre. Elle avait besoin de temps, de réflexion. Julien méritait-il de connaître son père biologique? Augustin méritait-il une seconde chance après avoir si cruellement rejeté cette paternité? Cette nuit-là, elle n'eut pas de réponse. Seulement des questions qui tournaient en boucle dans sa tête, accompagnées par la respiration paisible de son fils endormi contre elle. Le lendemain matin, elle savait ce qu'elle allait faire, pas pour Augustin, pas pour elle, mais pour Julien, qui avait le droit de connaître l'homme dont il avait hérité ses yeux gris troublants. Elle répondit enfin, « Dimanche, parc de la préfecture, 15 heures. 1 heure, pas plus. » Le parc de la préfecture baignait dans cette lumière dorée d'octobre, qui transformait Tours en tableau impressionniste. Oriane arriva en avance, poussant la poussette de Julien le long des allées bordées de platanes. Son fils, éveillé et curieux, regardait les feuilles danser au-dessus de sa tête, ses petites mains s'agitant joyeusement. Elle choisit un banc près de l'aire de jeu, d'où elle pourrait voir Augustin arriver. Son cœur battait plus fort qu'elle ne voulait l'admettre. Ce moment qu'elle avait imaginé 100 fois durant ces longs mois allait enfin avoir lieu. À 15 heures précises, elle l'aperçut. Il marchait lentement, comme s'il appréhendait chaque pas qui le rapprochait d'eux. Il avait abandonné son éternel costume pour un jean sombre et un pull en cachemire gris, tenue qui le rendait plus humain, moins inaccessible. Quand il fut assez près pour distinguer le visage de Julien, Augustin s'immobilisa totalement. Oriane vit son expression changer, passer de l'appréhension à la stupéfaction, puis à quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Julien, maintenant âgé de 6 mois, était devenu un magnifique bébé aux traits fins, aux cheveux châtains bouclés et aux yeux, ses yeux gris si caractéristiques qui le fixaient avec une curiosité innocente. « Mon Dieu !» murmura Augustin en s'approchant du banc. « Il me ressemble. »« Évidemment qu'il vous ressemble, » répondit Oriane, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait voulu. « C'est votre fils. » Augustin s'assit précautionneusement à l'autre extrémité du banc, gardant une distance respectueuse mais ne quittant pas Julien des yeux. L'enfant, intrigué par ce nouvel arrivant, tendit ses petites mains vers lui en gazouillant. « Il me tend les bras ?» La voix d'Augustin était étranglée par l'émotion. Il est très sociable. Il fait ça avec tout le monde. Oriane détacha Julien de sa poussette. « Vous voulez le prendre ?» Augustin pâlit. « Je ne sais pas comment. » Comme ça. Sans attendre sa réponse, Oriane déposa délicatement Julien dans ses bras. Soutenez bien sa nuque. L'effet fut immédiat. Dès qu'il sentit la chaleur et la fermeté des bras de son père, Julien se calma, le regardant avec cette intensité particulière que les bébés réservent aux visages qui les fascinent. Augustin, pétrifié, n'osait plus bouger. « Il ne va pas se casser, » dit doucement Oriane. « Parlez-lui. »« Bonjour, Julien, » chuchota Augustin, sa voix tremblante. « Je suis ton papa. » Le bébé lui sourit alors, de ce sourire radieux qui transformait tout son visage, et quelque chose se brisa définitivement dans le cœur d'Augustin. Des larmes qu'il n'avait pas versées depuis des années roulèrent sur ses joues. « Pardon, » murmura-t-il sans quitter Julien des yeux. « Pardon de vous avoir fait du mal, pardon de l'avoir rejeté, pardon d'avoir été si aveugle. » Oriane sentit sa propre gorge se serrer. Voir cet homme si maître de lui-même craquer devant son fils réveillait des émotions qu'elle croyait enfouies.
Je ne vous demande rien, continua Augustin, berçant maladroitement Julien qui commençait à s'endormir. Je sais que je n'ai aucun droit, mais si vous acceptiez, si vous me laissiez faire partie de sa vie, même un peu, Augustin. Oriane posa sa main sur son bras. Regardez-le, vraiment. Il baissa les yeux vers Julien qui s'était endormi dans ses bras, une petite main agrippée à son pull. Il a votre sourire quand il rêve, observa-t-elle. Votre façon de froncer légèrement les sourcils quand il réfléchit. Même ce petit geste qu'il fait avec ses doigts, vous faites la même chose avec vos manchettes. Augustin étouffa un sanglot. Comment avez-vous pu me pardonner? Je ne vous ai pas pardonné. Sa réponse le fit tressaillir. Pas encore. Peut-être jamais complètement. Mais Julien mérite d'avoir un père. Et vous? Elle hésita. Vous méritez peut-être une chance de elle être vraiment. Ils restèrent ainsi un long moment, dans le silence d'automne du parc. Augustin tenant son fils pour la première fois, Oriane observant cette rencontre qu'elle avait tant redoutée et qui se révélait plus émouvante qu'elle ne l'avait imaginée. Quand Julien se réveilla et commença à pleurnicher, réclamant son biberon, Augustin le rendit à sa mère avec une délicatesse infinie. « Merci », dit-il simplement. « Merci de m'avoir donné cette chance. » En repartant vers sa voiture, Oriane réalisa qu'un obstacle venait de tomber. Pas celui de la rancune, il faudrait du temps pour cela, mais celui de l'impossibilité. Pour la première fois depuis un an, elle envisageait qu'ils puissent peut-être, tous les trois, trouver un équilibre. Derrière elle, Augustin restait assis sur le banc, les mains encore tremblantes du souvenir de ce petit corps chaud contre lui, fixant l'horizon avec l'expression d'un homme qui venait de découvrir le sens de sa vie. 6 mois plus tard, par un matin de printemps où tout Reims éveillait sous les cerisiers en fleurs, Oriane observait depuis sa fenêtre une scène qui lui réchauffait le cœur. Augustin installait minutieusement un siège bébé dans sa voiture, tandis que Julien, maintenant âgé d'1 an, battait joyeusement des mains depuis sa poussette. Les choses avaient évolué lentement, très lentement. Augustin avait commencé par des visites hebdomadaires, toujours en présence d'Oriane, apprenant patiemment les gestes paternels qu'il découvrait avec émerveillement. Elle l'avait vu changer les couches avec la même précision qu'il apportait à ses rapports financiers, donner le biberon en murmurant des histoires inventées, s'endormir dans le fauteuil du salon avec Julien, endormi sur son torse. « Maman ». Julien venait de prononcer son premier mot la semaine précédente, sous les yeux émerveillés de ses 2 parents. Augustin avait pleuré ce jour-là, réalisant qu'il aurait pu rater ce moment s'il avait persisté dans son aveuglement. Oriane descendit les rejoindre, un sac de voyage à l'épaule. Pour la première fois, ils partaient tous les 3 pour un week-end à la campagne, dans la maison de famille d'Augustin, en Sologne. Une étape importante dans cette reconstruction familiale qu'il bâtissait pierre par pierre. « Tout est prêt ?» demanda-t-elle, en attachant Julien dans son siège. « Je crois avoir pensé à tout. » Augustin consulta sa liste méticuleusement établie. Biberon, couches, jouets, médicaments au cas où, thermomètre. Oriane sourit. « Augustin, nous partons 2 jours, pas 2 mois. Je sais, mais... » Il s'interrompit, l'air soudain vulnérable. « Je ne veux rien rater, plus jamais. » Le trajet se déroula dans une atmosphère apaisée. Julien s'endormit rapidement, bercé par le ronronnement de la voiture, et pour la première fois depuis des mois, Oriane et Augustin purent vraiment parler. « J'ai reçu des nouvelles d'Héloïse », dit-elle en regardant défiler la campagne du Loiret. « Elle vient nous rendre visite le mois prochain. Elle meurt d'envie de rencontrer le fameux père de Julien. Ça, j'avoue que j'appréhende un peu, admit Augustin. Votre amie a toutes les raisons de me détester. Héloïse ne déteste personne très longtemps. Et puis... » Oriane le regarda de profil, notant ses cheveux désormais moins parfaitement coiffés, ses rides de sourire qui s'étaient creusées autour de ses yeux. « Vous n'êtes plus le même homme que celui qu'elle méprisait. Grâce à vous, grâce à lui. » Augustin jeta un coup d'œil dans le rétroviseur vers son fils endormi. « Vous m'avez appris ce qu'était vraiment l'amour inconditionnel. » Ils arrivèrent dans la propriété familiale en fin d'après-midi. C était une belle demeure du XIXe siècle, entourée d'un parc où les jonquilles explosaient en taches dorées. Augustin porta Julien endormi jusqu'à la chambre qu'il avait préparée, une ancienne nursery qu'il avait remise en état avec un soin touchant. Le soir, après le dîner de Julien et son coucher, ils se retrouvèrent sur la terrasse, un verre de vin à la main, écoutant le silence de la campagne ponctué par les cris lointains des oiseaux. « Oriane », commença Augustin, posant son verre pour se tourner vers elle. « Il y a quelque chose que je veux vous dire depuis longtemps. » Elle sentit son cœur s'accélérer. « Je vous écoute. » Ce qui s'est passé cette nuit-là, à Paris, ce n'était pas une erreur. Sarah prit ses mains dans les siennes,
C'était la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Mon erreur a été de vous le dire, de vous faire croire que je regrettais. Augustin. Non, laissez-moi finir. Ses yeux gris plongèrent dans les siens. Je vous aime, Oriane. Je vous ai aimé dès ce premier soir et ça m'a terrifié. J'ai préféré fuir plutôt que d'affronter cette évidence. Quand vous m'avez annoncé votre grossesse, j'ai paniqué parce que ça rendait tout réel, tout inévitable. Les larmes montèrent aux yeux d'Oriane. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce que Julien m'a appris le courage d'aimer sans condition, sans garantie, sans filet de sécurité. Il porta ses mains à ses lèvres. Je ne vous demande pas de m'aimer en retour. Je ne vous demande même pas de me pardonner complètement. Mais j'avais besoin que vous sachiez que vous êtes l'amour de ma vie, vous et notre fils. Oriane ferma les yeux, laissant couler les larmes qu'elle retenait depuis si longtemps. Quand elle les rouvrit, elle vit dans le regard d'Augustin une sincérité absolue. « Moi aussi, je vous aime », murmura-t-elle. « Je n'ai jamais cessé de vous aimer, même quand je vous détestais. » Il l'attira contre lui, et leurs lèvres se retrouvèrent dans un baiser qui goûtait le pardon, la renaissance et l'avenir. Plus tard, blottis l'un contre l'autre dans le grand lit de la chambre principale, ils écoutaient la respiration paisible de Julien qui dormait dans la nurserie voisine. « Nous formons une vraie famille maintenant », chuchota Oriane. « La plus belle des familles », répondit Augustin en la serrant plus fort contre lui. Et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, l'avenir leur appartenait enfin. Fin et vous, que feriez-vous? Si vous étiez Oriane, pourriez-vous pardonner à un homme qui a douté de votre parole et rejeté votre enfant? Ou si vous étiez Augustin, comment réagiriez-vous en découvrant que vos certitudes médicales étaient fausses et que vous aviez détruit la vie de la femme que vous aimiez? Le véritable amour peut-il surmonter la douleur du rejet et de l'orgueil blessé? Votre participation sur la chaîne est très importante. Merci de laisser votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.